Après avoir passé près de 20 ans comme agente secrète, elle découvre que l'homme en qui elle avait le plus confiance l'a trahie. Elle met alors en scène sa propre mort, usurpe l'identité d'une femme disparue et s'enfuit vers un autre royaume, bien décidée à enfin mener une vie ordinaire et paisible. Mais dès son premier jour de liberté, elle recueille une fillette abandonnée de 6 ans, attire l'attention d'un séduisant capitaine de la garde et devient, contre toute attente, la précieuse assistante de son oncle, un homme réputé pour son caractère particulièrement difficile. Désormais, tout en dissimulant des compétences qu'aucune simple domestique ne devrait posséder, elle devra se construire une nouvelle vie, élever une enfant qui n'a jamais connu l'amour et veiller à ne jamais révéler la dangereuse femme qui se cache derrière son identité soigneusement fabriquée. Elle souhaitait disparaître sans laisser la moindre trace, mais cette fausse identité pourrait bien la conduire à découvrir une famille et un bonheur qu'elle n'avait jamais cru possible. Tout comme il m'était impossible d'atteindre le soleil, peu importe jusqu'où je tendais la main, je pensais que c'était hors de portée. À vrai dire, je n'essayais même pas de l'atteindre. Ce qu'on appelle le bonheur ordinaire. Je croyais ne pas en avoir besoin, et j'étais persuadée que je suivrais le chemin qui avait été choisi pour moi, et que j'avais moi-même choisi. Mais les sentiments changent. Aujourd'hui, je vais ouvrir cette porte, comme je l'ai toujours fait, et quitter cette pièce à la recherche de la douceur du soleil printanier. Un homme passant à cheval salua la jeune femme avec bienveillance et lui conseilla de rentrer chez elle avant la tombée de la nuit. Elle abandonna son chapeau, lança ses chaussures du haut de la falaise, puis brisa son collier avant de le laisser tomber à son tour. C'était sa manière de faire ses adieux à la falaise qu'elle chérissait tant, ainsi qu'à la vie qu'elle avait menée jusqu'ici. Elle ne reviendrait jamais. Les forces spéciales du royaume de Hogul rapportèrent au chef Lancôme que Chloé avait été aperçue aujourd'hui aux falaises de Maltoul. Il leur ordonna d'enquêter immédiatement et d'inspecter également les rochers en contrebas. Sa fiancée craignait qu'il ne soit arrivé quelque chose à Chloé. Elle savait que leur fiançailles avait dû être un terrible choc pour elle. Depuis, Chloé avait beaucoup maigri. Pourtant, Lancôme refusait de croire qu'elle avait mis fin à ses jours. Il connaissait sa force de caractère. Séparée de sa famille à l'âge de 8 ans, elle avait été recueillie par Lancôme, qui n'était alors qu'un jeune employé. À présent âgée de 27 ans, elle avait vécu depuis ce jour comme agente au service du royaume de Hogul. L'homme assis à côté d'elle lui demanda si la bouteille qu'elle tenait contenait un alcool fort. Elle répondit que oui. Le voyage allait être long. Après avoir partagé cette bouteille avec eux et les avoir laissés complètement ivres, tout ce dont il se souviendrait d'elle serait son maquillage, son grain de beauté et ses cheveux roux. Pendant toutes ces années, elle avait travaillé sans relâche afin d'envoyer de l'argent à sa famille. Elle considérait Lancôme comme un grand frère et le respectait en tant que supérieur. Jusqu'au jour où elle découvrit sa trahison. C'est à ce moment-là qu'elle décida de tourner définitivement le dos à sa vie d'agente. Victoria Sellers était une véritable personne disparue du royaume de Randall. Chloé avait le même âge qu'elle, et aucune des deux ne possédait de marque distinctive permettant de les différencier. Victoria avait disparu depuis plusieurs années et n'avait plus aucun membre de sa famille. Maintenant qu'elle avait traversé 2 frontières, il serait extrêmement difficile pour quiconque de la retrouver. Elle s'installa dans la capitale royale du royaume d'Ashbury. À partir de ce jour, Chloé décida de vivre sous l'identité de Victoria Sellers. Libre, sans être liée à qui que ce soit. Elle était convaincue que tout se passerait bien, car elle avait toujours su porter de nombreux visages. Elle commença par s'enregistrer dans l'auberge où elle allait séjourner. Puis, en se promenant dans les rues, elle aperçut une petite fille à l'air triste et solitaire. Elle poursuivit sa journée, découvrant les joies d'une vie ordinaire. Pourtant, à son retour, elle fut surprise de retrouver la même enfant, toujours assise au même endroit. Elle décida alors d'aller lui parler. La fillette, âgée de 6 ans, s'appelait Nona. Elle lui expliqua qu'elle ne s'était pas perdue. Sa mère lui avait simplement demandé de l'attendre ici. C'était avant que la cloche ne sonne 10 coups. Plus de 4 heures s'étaient écoulées. Pendant qu'elles attendaient, Victoria partagea un sandwich avec la petite. Nona le mangea avec bonheur. Une fois rassasiée, elle s'endormit paisiblement, la tête appuyée contre Victoria. À cet instant, Victoria comprit que la fillette avait très probablement été abandonnée.
Elle décida de l'emmener dans un poste de garde, afin que les autorités puissent s'occuper d'elle. Soudain, un homme tenant un sac à main volé courut droit dans leur direction en criant « Écartez-vous !» Au début, Victoria envisagea simplement de l'éviter. Puis elle changea d'avis et lui fit un croche-pied. L'homme s'écroula aussitôt. C'est alors qu'un homme aux cheveux gris arriva en courant et maîtrisa le voleur. Il rendit ensuite le sac à sa propriétaire, avant de remercier Victoria pour son aide. Comme il allait remettre le voleur aux autorités, Victoria décida de l'accompagner. Une fois sur place, l'un des gardes s'adressa à l'homme aux cheveux gris. « Excellent travail, capitaine Jeffrey Asher. » Jeffrey demanda alors à l'un de ses subordonnés de venir en aide à Victoria. L'employé lui expliqua que Nona devrait passer la nuit au poste jusqu'à l'arrivée, le lendemain, de la responsable chargée de ce genre de dossier. Victoria demanda alors si elle pouvait garder Nona avec elle à son hôtel pour la nuit. L'employé hésita. Comme Victoria venait tout juste d'arriver dans le royaume et ne disposait d'aucun garant, il trouvait cela risqué. Jeffrey intervint alors. Il déclara qu'il l'accompagnerait personnellement. L'idée de laisser cette petite fille seule dans ce poste de garde austère lui faisait de la peine. Victoria le remercia, même si elle n'aimait pas déranger le capitaine du 2e ordre des chevaliers. Elle lui expliqua qu'elle venait du royaume de Randall et que toute sa famille avait péri dans un incendie. C'était pour tourner cette page de sa vie qu'elle était venue s'installer ici. Elle avait préparé cette histoire afin d'avoir à raconter le moins de mensonges possible. Après tout, il est bien plus facile de soutenir une histoire qui risque moins de s'effondrer. Jeffrey fut surpris par sa parfaite maîtrise de la langue du royaume et la complimenta. Arrivé à son auberge, il lui souhaita une bonne nuit. Une fois seule, Victoria verrouilla soigneusement la porte avant de bloquer la poignée avec une chaise. Sa première journée sous l'identité de Victoria avait été particulièrement mouvementée. Elle souhaita une bonne nuit à Nona. Le lendemain matin, la petite se réveilla sous le regard bienveillant de Victoria. Cette dernière lui fit enfiler la nouvelle robe qu'elle lui avait achetée. Puis elles sortirent prendre leur petit déjeuner. Victoria apprit alors que Nona ne savait absolument pas quel métier exerçait sa mère. Elle remarqua également le manque total d'expression sur le visage de la fillette. La seule chose que sa mère lui avait toujours apprise était de rester silencieuse. Et Nona avait obéi toute sa vie. Victoria ne croyait même plus que sa mère reviendrait un jour. Et même si cela arrivait, comment pourrait-on faire confiance à quelqu'un qui avait déjà abandonné son propre enfant? Elle essaya de se convaincre de ne pas s'attacher davantage. Après tout, elle ne pouvait pas élever une enfant. Pourtant, elle emmena Nona acheter un ruban bleu qui mit merveilleusement en valeur ses magnifiques cheveux blonds. En se voyant dans le miroir, le visage de Nona s'illumina enfin d'un véritable sourire. De retour au poste de garde, Victoria rencontra la directrice de l'orphelinat du quartier sud. Lorsque cette dernière repartit avec Nona, Victoria ressentit une profonde douleur dans la poitrine. Avant de partir, Nona se retourna et remercia Victoria. Ces simples mots suffirent. Victoria courut vers elle et la prit dans ses bras. Puis, elle déclara qu'elle souhaitait l'adopter. Pendant que Nona s'amusait à regarder son reflet dans la fontaine, Victoria et Jeffrey discutèrent ensemble. Jeffrey accepta avec plaisir de devenir le garant de Victoria, ce qui lui permettrait d'entamer les démarches nécessaires pour adopter Nona. Selon lui, cette enfant innocente était une citoyenne du royaume et méritait d'être protégée. Il demanda cependant à Victoria pourquoi elle avait décidé de recueillir cette petite fille. Victoria répondit que les yeux de Nona semblèrent lui crier « Aidez-moi !» Il y a longtemps, elle avait connu une autre jeune fille qui portait exactement le même regard. En repensant à cette jeune fille, Victoria tendit instinctivement la main avant même de s'en rendre compte. Jeffrey se leva et avoua qu'il se sentait coupable. La veille au soir, ni Victoria ni Nona n'avaient dîné. Il savait que Victoria n'aurait jamais laissé Nona seule pour aller chercher quelque chose à manger. Il en conclut qu'elle s'était probablement couchée le ventre vide. Il regretta de ne pas leur avoir apporté de quoi manger et voulut se rattraper en les invitant toutes les deux au restaurant. Victoria accepta, mais à une seule condition. Nona devait les accompagner. Victoria expliqua ensuite à la fillette qu'elles allaient chercher un endroit où vivre. Elle voulait cuisiner chaque jour les plats que Nona aimait. La petite gardait toujours les yeux baissés. Mais, à partir d'aujourd'hui,
Elles formaient une famille. C'était une chaleur que Nona n'avait encore jamais connue. Victoria visita plusieurs logements. Pourtant, on lui refusa chaque fois la location, simplement parce qu'elle était accompagnée d'une enfant. Elle n'en revenait pas de voir à quel point c'était difficile. Au fond d'elle-même, elle espéra que tous les propriétaires qui l'avaient rejetée marcheraient un jour dans une crotte de chien. Elle finit par dire à Nona qu'elle reprendrait leurs recherches une fois la nuit tombée. Elle souhaitait que la fillette reste à l'auberge. Mais Nona ne voulait pas rester seule. Victoria céda finalement. Elle accepta de l'emmener avec elle, à condition qu'elle lui promette 2 choses. Rester parfaitement silencieuse lorsqu'elle le lui demanderait. Et si jamais elle lui ordonnait de courir, se cacher aussi vite que possible. Nona ne protesta pas. Ou peut-être ne savait-elle tout simplement pas comment se comporter comme une enfant, puisqu'elle n'en avait jamais eu la possibilité. Victoria décida alors de lui apprendre à se protéger. Si un jour une situation dangereuse survenait, pleurer ne suffirait pas à résoudre le problème. Une fois prête, quelqu'un frappa à la porte. C'était Jeffrey. En les voyant, il eut un instant de surprise. « Vous êtes toutes les deux très élégantes », leur dit-il. Lorsqu'il les conduisit au restaurant, tous les regards se tournèrent vers eux. Les gens se mirent à chuchoter. Victoria se sentit légèrement mal à l'aise. Elle ne voulait pas attirer la jalousie d'une femme qui aurait des vues sur Jeffrey. Celui-ci éclata de rire. Il lui assura qu'il n'y avait personne de ce genre. Victoria pensa malgré tout qu'il était bien trop séduisant pour que cela soit vrai. Ils passèrent un agréable dîner. Lorsque Jeffrey apprit que Victoria et Nona comptaient en partir visiter des logements après le repas, il insista pour les accompagner. Jeffrey a insisté pour les accompagner. Comme il était venu avec elle, Victoria ne pouvait pas examiner les environs efficacement, au risque de révéler son adresse à d'autres. C'était impensable pour un agent, mais elle doutait que Jeffrey soit du genre à s'introduire chez elle pour les tuer. Après leur avoir souhaité bonne nuit, Victoria inspecta le sol. Aucune empreinte, aucune trace indiquant que la porte avait été ouverte, aucun signe d'effraction. Elle retira le ruban de Nona, ce qui la réveilla. Nona devait absolument dire à Victoria que l'agneau était délicieux. Nona remercia Vicky. Victoria trouva cela tellement adorable et attendrissant qu'elle lui promit qu'elle mènerait une vie heureuse, remplie de rires. Elle chatouilla Nona, qui n'était pas habituée à ce genre de bonheur, et éclata de rire. Victoria voulait lui enseigner tout ce qu'elle savait, car même un enfant avait intérêt à savoir porter plusieurs masques. 2 semaines plus tard, Jeffrey découvrit que Victoria ne séjournait plus à l'hôtel. Elle lui avait laissé une lettre qui disait « Cher capitaine Jeffrey Asher du 2e ordre, merci pour l'autre jour. J'ai réussi à trouver un travail, ainsi qu'un logement à louer. Je comprends que je suis tenu de vous envoyer, en tant que garant, un rapport mensuel. Vous recevrez mon rapport à l'ordre dans 1 mois. » Il trouva qu'elle était très méthodique et poussa un soupir. Si le destin le permettait, il était certain qu'il la reverrait. De retour chez lui, le frère de Jeffrey, Edward, vint le voir et lui demanda des nouvelles de la jeune femme avec qui il était sorti. Il était surpris que Jeffrey soit allé à un rendez-vous avec une femme. Edward se demanda depuis combien de temps cela ne lui était plus arrivé. Il voulait savoir si son frère s'était amusé. Jeffrey admit qu'il avait rencontré une jeune femme étrangère qui venait d'arriver dans leur pays, ainsi que la fillette de 6 ans qu'elle avait prise sous sa protection. Il rappela ensuite à Edward qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour lui, puisque celui-ci avait déjà son propre héritier dont il devait se préoccuper. Edward mentionna alors que leur oncle avait engagé une nouvelle assistante très talentueuse qui parlait apparemment plusieurs langues et excellait dans les tâches ménagères. Chez leur oncle, Jeffrey remarqua que Bernard semblait particulièrement de bonne humeur et que la maison était propre et parfaitement rangée, exactement comme lorsque sa femme était encore en vie. Tout cela grâce à la nouvelle assistante. Cette dernière entra alors dans la pièce pour leur annoncer que le repas était prêt. Jeffrey fut stupéfait de découvrir que cette nouvelle assistante n'était autre que Victoria. 2 semaines plus tôt, Victoria avait rencontré Yolana Haynes, qui la remercia de lui avoir attrapé le voleur l'autre jour. En l'observant, Yolana trouva les mouvements de Victoria élégants et gracieux. Elle se demanda si Victoria venait du pays de Galles. Maintenant qu'elle avait un travail, Victoria prévoyait de louer un appartement.
Yolana lui proposa plutôt de vivre dans l'annexe de plain-pied qu'il possédait. Elle disposait même d'une salle de bain et d'une cuisine. En tant qu'ashburienne, elle souhaitait exprimer sa gratitude à Victoria pour avoir recueilli Nona et avoir pris soin d'elle. Victoria décida alors de rédiger un contrat. Le lendemain, en examinant le contrat, Yolana le trouva remarquablement solide. Elle fut très satisfaite de Victoria et décida même d'augmenter son salaire de moitié. C'est alors que Victoria précisa qu'elle travaillait comme assistante et femme de chambre pour Bernard. Soudain, une rafale de vent emporta le chapeau de Yolana, qui alla se coincer dans les branches d'un arbre. En apprenant que ce chapeau avait été offert par son défunt mari, Victoria s'excusa un instant. Elle s'élança alors en courant, prit appui sur un mur pour rebondir, s'éleva plus haut et récupéra le chapeau. En retombant, elle expliqua à Yolana qu'elle avait été un véritable garçon manqué dans son enfance. Yolana la trouvait cultivée et raffinée. Il n'était donc pas étonnant qu'elle puisse travailler pour un érudit aussi exigeant. Dans le bureau de Bernard, Victoria entra pour lui annoncer qu'elle avait terminé la traduction du document qu'il lui avait confié la veille. Il n'en revenait pas qu'elle ait pu accomplir ce travail en une seule nuit. En vérifiant attentivement le document, il n'y trouva pas la moindre erreur. Il était irréprochable. Pendant que Nona parcourait sa bibliothèque, il lui demanda quel était son plat préféré. Nona répondit qu'il s'agissait de l'agneau rôti préparé par Vicky. Comme Bernard appréciait lui aussi particulièrement l'agneau rôti, il demanda à Victoria de lui en préparer pour le dîner de ce soir-là et leur proposa de se joindre à lui. Il lui offrit de payer les ingrédients ainsi que les heures supplémentaires, mais Victoria refusa, estimant que c'était une excellente occasion pour Nona de partager un repas avec quelqu'un d'autre qu'elle. Après plusieurs échanges, Bernard n'eut d'autre choix que d'accepter. Victoria était vraiment têtue. Pendant le dîner, le repas était bien meilleur qu'il ne l'avait imaginé, et Nona fut du même avis. Victoria lui rappela alors de ne pas parler la bouche pleine, sinon tout le monde finirait par en rire. Au départ, Bernard pensait qu'employer quelqu'un ayant un enfant à charge était hors de question, mais il n'avait rien contre les enfants bien élevés. Il n'avait pas passé un repas aussi agréable depuis le décès de son épouse. Le lendemain, Eva annonça que le salaire de Victoria serait triplé. C'était amplement mérité pour quelqu'un qui parlait couramment 4 langues et qui excellait également en cuisine et dans les tâches ménagères. Sans compter que Victoria avait transformé le bureau lugubre de Bernard en un véritable cabinet d'érudits. Eva avait même l'impression que quadrupler son salaire ne suffirait pas à récompenser son travail. Lorsqu'elle renversa accidentellement un vase, Victoria le rattrapa instantanément avant qu'il ne tombe et le reposa délicatement sur la table. Cela donna encore plus envie à Eva d'avoir une employée comme elle. Avant de partir, elle demanda un service à Victoria. Ils allaient le célébrer ici, le 65e anniversaire de leur oncle, en présence de plusieurs membres de la famille. Elle demanda donc à Victoria de s'occuper de tous les préparatifs et lui promit de la rémunérer en conséquence. Nous revenons ensuite au présent, et Jeffrey comprend désormais comment Victoria s'est retrouvée ici. Jeffrey mentionna ensuite qu'il avait rencontré Victoria lorsqu'elle avait fait trébucher le voleur qu'il poursuivait. Il la trouvait vraiment intrépide. Victoria lui expliqua que, grâce à cet incident, elle louait désormais une annexe appartenant à la victime du voleur à la tire, Lady Haynes. Lorsqu'elle ajouta que Yolana était une femme gentille et merveilleuse, Edward ne fut pas vraiment surpris. Après tout, elle avait réussi à apprivoiser leur oncle. Après la fête, Jeffrey resta un moment pour discuter avec Victoria pendant que ses frères et sœurs rentraient chez eux. Un peu embarrassé, il lui demanda si elle et Nona accepteraient de dîner de nouveau avec lui. À cet instant, Victoria comprit ce que cela signifiait. Autrefois, lorsqu'elle était agente, elle avait déjà simulé des romances afin d'obtenir des informations, mais cette fois, c'était différent. Cependant, elle répondit qu'une femme comme elle n'avait rien à faire à fréquenter de près la noblesse. Jeffrey lui expliqua qu'il n'était pas l'héritier de la famille et qu'elle n'avait donc pas à se soucier des différences de rang social. À ce moment-là, Nona se réveilla et courut se jeter dans les bras de Victoria. Pour l'instant, élever Nona restait sa priorité absolue. Jeffrey proposa alors que tous les trois partent faire un pique-nique. Il n'était décidément pas prêt à abandonner. Nona se montra très enthousiaste, et voyant qu'elle l'appréciait beaucoup, Victoria accepta. Quelques jours plus tard,
Ils se rendirent dans un endroit paisible, au cœur de la forêt. Victoria avait déjà fait semblant d'organiser des pique-niques, seule ou dans le cadre de son travail, mais elle n'avait jamais emmené un enfant avec elle. En y réfléchissant, elle réalisa qu'elle n'avait jamais fait de pique-nique lorsqu'elle était enfant non plus. Nona se mit à lancer des pierres contre un arbre et toucha chacune de ses cibles. Jeffrey trouva cela impressionnant. C'est alors que Nona déclara que Victoria était encore meilleure qu'elle. Jeffrey lui demanda alors d'en faire une démonstration. Un peu gênée, Victoria demanda au capitaine de commencer. Il atteignit exactement le même point 3 fois de suite, sans la moindre erreur. Même si Victoria manqua ses lancers, Jeffrey resta impressionné. Elle lui expliqua que c'était parce qu'elle avait été un véritable garçon manqué dans son enfance. Elle allait décidément continuer à utiliser cette excuse, n'est-ce pas? Nona commença ensuite à grimper dans un arbre et affirma une nouvelle fois que Vicky était meilleure qu'elle. Victoria précisa immédiatement qu'elle n'avait aucune intention de grimper dans cet arbre. En voyant la petite Nona arracher une branche, Jeffrey s'inquiéta. Victoria lui expliqua qu'elle enseignait simplement à Nona tout ce qu'elle savait. Après tout, si elle évitait le moindre danger, elle deviendrait une femme qui n'existerait que pour être protégée. Ils installèrent ensuite leur pique-nique au milieu d'un champ de fleurs. Là, Victoria expliqua à Jeffrey qu'elle avait autrefois travaillé comme cuisinière et ajouta que les langues étrangères étaient sa passion. Elle expliqua qu'elle était née dans une famille pauvre et qu'elle avait dû apprendre à tout faire. Après tout, cela faisait partie de son travail. Nona accourait souvent pour la serrer dans ses bras, parfois même en l'enlaçant par derrière. Victoria en était complètement attendrie. Elle n'avait jamais imaginé à quel point les enfants pouvaient être précieux. Nona lui offrit ensuite des fleurs et lui demanda si Vicky était heureuse. Victoria répondit que oui, et qu'elle passait un merveilleux moment. Après le pique-nique, Jeffrey regretta de ne pas avoir engagé un cocher, afin de pouvoir profiter du trajet du retour, pour discuter avec Victoria. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle sache également conduire une calèche. Certains diraient qu'elle touche à tout sans être spécialiste de rien. En lui caressant les cheveux, il se dit pourtant que cette description ne lui rendait pas justice. S'il s'était agi d'un travail, c'est à ce moment-là qu'elle aurait affiché un sourire radieux. Mais cette fois, elle ne savait même plus quelle expression elle avait sur le visage. Selon la personne qui l'accomplissait, un geste pareil aurait pu lui donner la chair de poule. Pourtant, venant de lui, ce n'était pas désagréable. Victoria avait déjà accompli de nombreuses missions, mais elle n'était jamais réellement tombée amoureuse et n'avait jamais vécu un véritable pique-nique. Il devait encore exister tant de choses qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de découvrir. Cependant, il n'y avait aucune raison de se presser. Ce serait agréable de combler peu à peu ces vides, et elle disposerait ainsi de nouvelles facettes qu'elle pourrait utiliser au besoin. Plus tard, Eva et Bernard furent surpris d'apprendre qu'elle allait assister à un bal organisé par la famille royale. Au début, Victoria avait refusé l'invitation de Jeffrey, mais celui-ci lui expliqua qu'il lui fournirait une robe ainsi que des bijoux. Elle n'aurait qu'à rester à ses côtés et donner l'impression qu'ils étaient proches, surtout parce qu'il voulait s'en servir pour éloigner les autres prétendantes. Il en avait assez que son supérieur cherche sans cesse à lui arranger des rencontres. De plus, il était persuadé que Victoria ferait une parfaite noble. Comprenant la situation, Eva proposa avec enthousiasme de s'occuper de Nona à la place de Victoria, se sentant coupable qu'elle doive toujours prendre soin à la fois de Nona et de Bernard. Même Nona lui dit d'accompagner le capitaine. Cette nuit-là, Victoria entra dans la chambre de Nona et constata qu'elle avait encore du mal à s'endormir. Il était évident que Nona ne voulait pas rester seule, mais elle n'aimait pas entendre les gens avoir de la peine pour Victoria. En la prenant dans ses bras, Victoria lui dit que vivre avec elle lui apportait beaucoup de bonheur et lui expliqua qu'Eva ne pensait pas cela de cette manière. En apprenant que Vicky allait porter une robe et des bijoux, Nona éclata de rire. Elle voulait voir Vicky se transformer en princesse. Puis elle s'endormit dans les bras de Victoria. Pendant ce temps, Lancôme tenait le collier de Victoria dans sa main, se rappelant qu'il le lui avait offert pour célébrer son premier emploi. Comme son corps n'avait jamais été retrouvé, il soupçonnait qu'elle était peut-être tombée, en essayant de récupérer son chapeau emporté par le vent. Certains disaient qu'il était devenu si accablé par le chagrin qu'il avait énormément maigri. Malgré tout, il se demandait si elle était encore en vie quelque part.
10 ans plus tôt, avant de partir en expédition, Jeffrey fit ses adieux à sa fiancée. Il voulait voir son visage une dernière fois avant son départ et lui promit de revenir sain et sauf. Après tout, il partirait aux côtés de son frère, Cassius, sur qui l'on pouvait toujours compter. Cassius comptait également sur Jeffrey pour veiller sur sa sœur. Pourtant, malgré le fait qu'il fût son fiancé, Jeffrey ne remarqua pas à quel point elle souffrait. Après qu'elle mit fin à ses jours, il fut envahi par les remords, convaincu qu'il n'avait pas su devenir quelqu'un sur qui l'on pouvait vraiment compter. Nona resta émerveillée en voyant Victoria vêtue de sa magnifique robe. Elle trouvait qu'elle ressemblait à une véritable princesse. Yolana était persuadée que Victoria et Jeffrey sortaient ensemble. Victoria lui expliqua alors que le capitaine l'avait invitée afin de tenir les autres femmes à distance. Malgré cela, Yolana estimait qu'il devrait simplement l'inviter à sortir franchement, sans chercher d'excuses. Ils étaient tous les deux célibataires, et de nos jours, les différences de rang social pouvaient parfaitement être surmontées. Yolana expliqua à Victoria que l'étincelle de l'amour était indispensable dans une vie. Et puis, Victoria était encore jeune. Si elle l'accompagnait pour éloigner les autres femmes, tout le monde penserait naturellement qu'ils étaient amoureux. Bien qu'elle sache que cela risquait de lui attirer des ennuis, Victoria était prête à assumer cette situation. Elle ne faisait jamais de promesses qu'elle ne pouvait pas tenir et respectait toujours sa parole. C'était sa règle de conduite. En retrouvant Jeffrey, celui-ci ne put cacher son admiration. Il avait choisi cette robe parce qu'il savait que cette couleur lui irait à merveille. Il ne faisait aucun doute qu'il susciterait ce soir-là la jalousie de bien des hommes. Après cela, Victoria fit ses adieux à Nona. Yolana lui promit de s'occuper de Nona jusqu'au lendemain matin et lui dit qu'elle n'était pas obligée de rentrer chez elle cette nuit-là. Elle jouait parfaitement le rôle de l'amie qui encourage une romance. À leur arrivée au bal, tous les regards se tournèrent immédiatement vers Jeffrey et Victoria. Et pour cause. Cela faisait 10 ans que Jeffrey ne s'était pas présenté à un bal accompagné d'une femme. Le comte Wald s'approcha d'eux, surpris de voir Jeffrey en compagnie d'une dame. Peu après, Lady Gilmore vint également les saluer, et Victoria comprit que c'était le moment de jouer son rôle de « répulsif à prétendante ». La jeune femme rappela à Jeffrey qu'il pouvait simplement l'appeler Florence. Elle trouvait évidemment très inhabituel qu'il soit venu accompagner. En apercevant Victoria, Florence afficha clairement son mécontentement. Pour provoquer Florence, Jeffrey se pencha vers Victoria et respira délicatement le parfum de ses cheveux, ce qui mit Florence hors d'elle. Victoria, de son côté, aurait bien aimé qu'il se montre un peu moins démonstratif. À cet instant, le prince héritier et sa cavalière s'avancèrent sur la piste de danse, captivant tous les regards. Ils formaient un couple absolument parfait, tandis qu'ils dansaient avec une grâce remarquable. Par la suite, Jeffrey invita Victoria à danser avec lui. Il va sans dire que leur prestation éblouissante laissa toute l'assemblée, y compris le prince héritier, complètement stupéfaite. Tous les regards se tournèrent vers eux, et lorsque la danse prit fin, ils furent chaleureusement applaudis. Jeffrey fut surpris de découvrir que Victoria excellait également en danse. Elle lui expliqua qu'on lui avait déjà demandé de jouer un rôle similaire par le passé. La personne qui essayait de jouer les entremetteurs pour Jeffrey n'était autre que le prince Conrad. À ce moment-là, Victoria remarqua un serveur dont le comportement lui paraissait suspect et en informa Jeffrey. Elle se demanda s'il en avait après les bijoux des invités. Comme l'homme semblait chercher quelqu'un, Jeffrey alla l'intercepter. Profitant de cette occasion, Victoria s'éclipsa discrètement en sautant depuis le balcon. Mais elle entendit soudain de l'agitation à l'intérieur. Elle en déduisit que le capitaine avait laissé le suspect lui échapper. Cependant, elle savait déjà que cet homme abandonnerait très probablement son uniforme afin de ne pas attirer l'attention. Comme prévu, elle le surprit au moment où il essayait d'enlever son uniforme devant elle. Victoria le mit rapidement hors d'état de nuire grâce à ses remarquables talents en arts martiaux. Lorsque les gardes arrivèrent sur les lieux, elle disparut une nouvelle fois en escaladant le mur. Elle retourna ensuite au bal et retrouva Jeffrey. Celui-ci lui demanda de rentrer chez elle avec sa voiture et son cocher. Malheureusement, il ne pouvait pas encore quitter les lieux. Bien que le coupable ait été capturé,
Victoria trouva que la sécurité de cet endroit laissait à désirer. Cela jouait toutefois en sa faveur. Elle demanda au cocher de la déposer devant une boutique du quartier sud, expliquant qu'elle souhaitait se changer. Comme on pouvait s'y attendre de la part des domestiques du duc, il savait qu'il ne fallait pas poser de questions. Après avoir enfilé des vêtements ordinaires, Victoria se dit que cela faisait longtemps qu'elle n'avait plus agi de cette façon. Pour cette raison, elle ne voulait pas rentrer immédiatement voir Nona, sachant que la petite remarquerait aussitôt que quelque chose n'allait pas. Avant de rentrer, elle décida donc de faire une courte halte dans un bar. Victoria n'avait pas ressenti ces sensations depuis longtemps. La satisfaction d'avoir traqué, immobilisé et maîtrisé un criminel. Cette nervosité mêlée d'excitation qui donnait l'impression que tout ce qui l'entourait ralentissait. Après lui avoir servi un cocktail, le barman semblait avoir les yeux rivés sur elle. Pendant ce temps, Victoria repensa au fait qu'elle croyait autrefois accomplir ce travail uniquement pour sa famille et pour Lancôme. Mais elle comprenait désormais qu'elle aimait réellement ce métier. Malgré tout, Victoria n'avait aucune intention de redevenir agente. Afin de protéger le bonheur qu'elle avait enfin trouvé, elle utiliserait toutes les facettes de sa personnalité dont elle disposait. Ailleurs, Conrad demanda au marquis McKenna s'il avait une idée de la raison pour laquelle il avait été pris pour cible. McKenna n'en avait absolument aucune. Il supposa que quelqu'un avait engagé un assassin, mais il ne voyait pas ce qu'il avait pu faire pour s'attirer une telle inimitié. Quoi qu'il en soit, sans l'intervention de Jeffrey, il serait mort. Jeffrey expliqua que ce n'était pas lui, mais Victoria, qui avait remarqué l'assassin. Conrad lui apprit que le premier garde arrivé dans le jardin possédait apparemment une excellente vision nocturne. Lorsqu'il avait atteint le coupable, il avait aperçu de dos une femme qui disparaissait dans l'obscurité, sans toutefois l'avoir neutralisé l'assassin. Le garde n'avait perdu le suspect de vue que pendant quelques secondes après avoir sauté dans le jardin. Même un soldat aurait eu du mal à mettre un homme hors de combat en si peu de temps. Cependant, personne ne savait à quoi ressemblait cette femme, si ce n'est qu'elle portait une robe. Une fois la réunion terminée, le prince héritier resta seul avec Jeffrey. C'est alors que Conrad lui révéla que d'après le garde, la robe de cette femme était soit violet clair, soit bleu clair. Conrad avait le sentiment qu'il s'agissait de la jeune femme qui accompagnait Jeffrey. Jeffrey expliqua au prince héritier qu'il ne la connaissait que depuis peu et lui raconta les circonstances de leur première rencontre. En marchant dans les rues de la ville, Victoria réfléchissait au comportement du coupable. À en juger par sa manière d'agir, ce n'était pas un professionnel. Le mobile d'un crime aussi risqué devait forcément être une rancune personnelle. Cependant, elle pensait que tuer une personne que l'on détestait n'effaçait jamais les souvenirs du passé. Elle ignorait si le noble visé était une bonne ou une mauvaise personne, mais elle ne voulait pas que cet homme devienne un meurtrier. De plus, elle ne pouvait pas le laisser s'enfuir pour son propre intérêt. S'il avait réussi à s'échapper, tous les invités du bal auraient fait l'objet d'une enquête. En tant qu'étrangère fraîchement arrivée dans le pays, elle serait devenue l'une des principales suspectes, et Victoria voulait éviter cela à tout prix. Après avoir lu une histoire à Nona avant de dormir, Victoria l'aborda dans son lit et lui souhaita bonne nuit. Pendant ce temps, le frère de Conrad, Cédric, souhaitait rencontrer cette mystérieuse jeune femme. Persuadé qu'elle possédait des capacités extraordinaires, il voulait découvrir de quoi elle était réellement capable. Mais Conrad le lui déconseilla. Malgré tout, pour le bien de Jeffrey, il décida de faire discrètement surveiller Victoria. Conrad se sentait coupable du fait que Jeffrey avait hésité à tourner la page pendant 10 longues années. Il considérait que c'était son rôle d'endosser celui du méchant. 10 ans plus tôt, le premier ordre des chevaliers fut envoyé au combat. Conrad en prit le commandement, et il s'agissait de sa toute première campagne militaire. Lors du conseil de guerre, tandis que les chevaliers débattaient de la stratégie à adopter, Conrad décida qu'il valait mieux en finir avant l'arrivée des renforts ennemis. L'un des chevaliers l'avertit toutefois que l'ennemi bénéficiait d'un avantage géographique. Si l'ennemi découvrait leur charge de cavalerie, il risquait de subir de lourdes pertes. Le poids de cette décision reposait entièrement sur les épaules de Conrad. Malgré tout, les chevaliers lancèrent leur charge. Au cours de la bataille, Kaiser protégea le prince héritier d'une pluie de flèches. Il y perdit la vie. Geoffrey n'en croyait pas ses yeux. Sa fiancée avait déjà perdu ses parents,
Et désormais, son frère jumeau venait lui aussi de disparaître. Lors des funérailles, elle ne versa pas une seule larme. Par la suite, Conrad présenta ses excuses à tous les deux pour ce qui était arrivé à Kaiser. Catherine était convaincue que son frère n'avait aucun regret d'avoir sacrifié sa vie au combat pour protéger Conrad. Elle s'approcha du prince héritier et lui demanda de relever la tête. À cet instant, Geoffrey la retint, révélant qu'elle tenait une dague dans sa main. Incapable de supporter davantage la perte de son frère, Catherine mit fin à ses jours. Après son enterrement, Geoffrey demanda à quitter le premier ordre des chevaliers. Conrad lui proposa alors d'intégrer le deuxième ordre. Il ne pouvait se résoudre à le voir partir. Alors qu'il rentrait en calèche, Geoffrey espérait que Victoria était bien rentrée chez elle. Il songea également que son Altesse royale semblait voir clair dans son jeu. Quelques heures plus tôt, lorsque Geoffrey avait raconté comment il avait rencontré Victoria, Conrad avait compris que leur première rencontre n'était qu'un simple hasard. Quelle que soit la façon de voir les choses, c'était Geoffrey qui faisait la cour à Victoria, et le prince héritier lui demanda pourquoi. Geoffrey répondit qu'il se sentait naturellement à l'aise en sa compagnie, parce que le regard qu'elle portait sur lui ne le mettait jamais mal à l'aise. Plus important encore, Victoria vivait comme une femme indépendante et avait eu le courage de recueillir puis d'élever une enfant abandonnée. Geoffrey savait désormais avec certitude qu'il était amoureux. Victoria Sellers était apparue un jour dans sa vie, devant cet homme qui n'avait jamais réussi à devenir quelqu'un sur qui l'on pouvait compter. Et face à lui se tenait une femme qui, elle, ne pouvait compter sur personne. Plus tard, le roi convoqua McKenna et lui ordonna de contacter leur agent à Randall afin d'enquêter sur Victoria. Un autre jour, Nona tira Victoria de ses pensées. Depuis le bal, Victoria avait beaucoup de mal à comprendre les sentiments qui l'habitaient. Nona lui dit qu'elle ressemblait énormément à sa mère, lorsqu'elle restait ainsi immobile, perdue dans ses pensées. Sa mère rentrait au milieu de la nuit et dormait jusqu'à midi. Puis elle se levait, repartait une fois la nuit tombée et ne revenait qu'au cœur de la nuit suivante. Selon Nona, sa mère avait constamment l'air absente, tout comme Victoria en ce moment. Victoria serra Nona dans ses bras. Elle s'excusa et lui promit de ne plus se laisser absorber par ses pensées. Mais ce n'était pas cela qui préoccupait Nona. Elle voulait savoir pourquoi Victoria semblait si distraite. Après avoir entendu ce qui s'était passé au bal, Nona trouvait Victoria extraordinaire. Pourtant, Victoria expliqua qu'à partir de maintenant, elle préférait s'enfuir plutôt que de se battre, même face à un criminel. Elle refusait que Nona soit mêlée à ce genre de danger. À ses yeux, protéger Nona était bien plus important que capturer le moindre malfaiteur. Cependant, cette réponse ne plaisait pas à Nona. Elle ne voulait pas être celle qui empêcherait Victoria d'agir. Elle se sentirait terriblement coupable. Victoria lui répondit que rien n'avait plus d'importance pour elle que Nona. En entendant ces mots, Nona fondit en larmes. Elle avoua avoir peur que, si elle devenait un fardeau, Victoria finisse elle aussi par disparaître. C'était la première fois que Nona pleurait ainsi. Victoria pensa qu'elle avait peut-être toujours cru qu'elle n'avait pas le droit de pleurer, parce qu'elle avait été abandonnée après avoir, d'une manière ou d'une autre, retenu sa propre mère. Victoria la rassura doucement. Elle lui assura qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Elle accepta de continuer à arrêter les criminels lorsqu'elle en aurait l'occasion. Mais elle répéta que rien n'était plus précieux que Nona. Si elle estimait que la meilleure décision était de fuir, alors elle n'hésiterait pas à le faire. Et quoi qu'il arrive, elle ne la laisserait jamais derrière elle. Nona lui demanda ensuite de lui montrer comment elle neutralisait les criminels. Victoria lui fit promettre de n'en parler à personne avant de lui montrer quelques techniques d'arts martiaux. Cette nuit-là, Victoria comprit qu'elle devait désormais être plus ouverte avec Nona. Le lendemain, elles reprirent leurs activités quotidiennes en rangeant des livres dans l'armoire. À un moment, Victoria s'arrêta pour regarder par la fenêtre, comme si quelque chose d'inhabituel avait attiré son attention. Peu après, Geoffrey vint lui rendre visite. Il demanda à Victoria et à Nona si elles souhaitaient dîner avec lui ce soir-là. Victoria lui répondit qu'elle avait justement un sujet important à lui parler. Elle lui proposa donc de dîner chez elle, précisant qu'il s'agissait d'une affaire confidentielle. Après avoir partagé le repas chez Victoria et couché Nona, Victoria révéla enfin à Geoffrey qu'elle avait l'impression d'être suivie. Geoffrey lui répondit que cela pouvait très bien être l'œuvre du prince Conrad.
Selon lui, il la soupçonnait d'être la personne qui avait neutralisé l'agresseur lors du bal. Victoria se demandait ce qui lui arriverait si l'on continuait à la surveiller pour quelque chose qu'elle n'avait pas commis, tout en serrant la main de Jeffrey. Jeffrey lui dit qu'il demanderait au prince de cesser de la faire surveiller et la supplia de ne pas disparaître sans laisser de traces. Il avait l'étrange impression qu'elle pourrait s'évanouir dans la nature à tout moment. Victoria lui promit qu'elle ne ferait pas cela et lui répondit qu'il se faisait trop de soucis. Avant de partir, Jeffrey lui offrit une chaleureuse étreinte. Victoria hésita un instant avant de la lui rendre. Elle avait même envisagé de quitter le pays si la famille royale commençait à s'intéresser de trop près à elle. Comme elle n'avait plus l'impression d'être suivie, elle en conclut que c'était probablement grâce à Jeffrey. Depuis qu'elle était devenue agente, elle n'avait accordé sa confiance qu'à une seule personne. Cet homme avait trahi cette confiance. C'était précisément pour cette raison qu'elle se trouvait ici aujourd'hui. Lorsqu'on choisissait de faire confiance à quelqu'un, il fallait toujours se préparer à la possibilité d'être trahi. Ainsi, la déception faisait moins mal lorsqu'elle finissait par arriver. Alors qu'elle se trouvait dans un bar, un homme s'approcha de Victoria pour la séduire. Elle régla immédiatement sa consommation et quitta précipitamment l'établissement. L'homme la suivit. Le barman sortit lui aussi, afin de vérifier que tout allait bien. À sa plus grande surprise, il aperçut Victoria debout sur le toit du bâtiment. Elle sauta ensuite au sol, lui fit signe de garder le silence avant de s'enfuir en courant. Plus tard, Eva demanda à Victoria de donner des cours de langues étrangères à son fils et lui proposa un salaire équivalent à celui qu'elle touchait déjà. Victoria répondit qu'elle n'était pas une experte. De plus, elle ne voulait pas laisser Nona seule. Eva lui assura que Nona pouvait l'accompagner. La petite fille n'y voyait d'ailleurs aucun inconvénient. Peu après, Victoria fit la connaissance de Clark Anderson, à qui elle devait enseigner le haglien et le randalien. Le père de Clark était ministre des Affaires étrangères et estimait indispensable que son fils maîtrise ces deux langues. Clark n'était pas non plus très doué pour le sport et avait du mal à exceller dans quoi que ce soit. Lorsque Victoria lui demanda ce qu'il aimait faire, Nona répondit spontanément qu'elle adorait les livres et s'entraîner à escalader de hauts murs ainsi que des arbres. Elle se mit aussitôt à démontrer ses talents, laissant Clark complètement stupéfait. En la voyant faire, Clark se sentit inspiré. Lui aussi voulait s'entraîner. Victoria décida alors de lui enseigner le randalien, tout en faisant quelques exercices physiques. En constatant ses progrès, elle fut agréablement surprise. Il faut dire que Clark n'avait jamais suivi un cours de langue aussi amusant auparavant. Victoria avait trouvé un travail qu'elle appréciait réellement. Elle était également heureuse de voir que Nona s'intéressait elle aussi aux leçons de langue. La présence d'une fille plus jeune étudiant à ses côtés semblait avoir réveillé la fierté de Clark. Et lorsque Nona déclara qu'elle voulait étudier davantage afin de surprendre Clark, Victoria comprit que cela stimulait également la fierté de la petite fille. Alors que Nona essayait d'escalader un mur, Victoria sentit soudain une présence. Elle demanda immédiatement à Nona de rentrer sans elle, en lui ordonnant de courir aussi vite que possible et de verrouiller la porte derrière elle. Sans hésiter, Nona prit ses jambes à son cou. Victoria se retourna alors pour faire face à la personne qui la poursuivait. Elle remarqua aussitôt que cet homme ne dégageait pas la même aura que quelqu'un habitué à tuer. Elle fonça vers lui, arracha une branche d'arbre pour s'en servir comme arme, puis bondit jusqu'à un point plus élevé. Surpris, l'homme lui demanda qui elle était exactement. Victoria répondit simplement « Qui c'est ?» Il lui expliqua qu'il souhaitait lui parler. Elle refusa catégoriquement. Lorsqu'il escalada le mur à son tour, elle comprit qu'il possédait lui aussi de solides compétences. Un combat s'engagea entre eux. Cependant, Victoria prit rapidement l'avantage. Elle remarqua également que l'homme dissimulait un couteau dans sa poche. Elle aussi en portait un. L'homme expliqua qu'il ne gardait cette arme que pour se défendre et qu'il n'avait aucune intention de s'en servir contre elle. Victoria ne le crut pas. L'homme finit par s'excuser avant de prendre la fuite. Malgré tout, Victoria jugea plus prudent de se préparer à une éventuelle attaque durant la nuit. Elle resta éveillée jusqu'au matin, mais personne ne vint. Le lendemain, elle raconta à Jeffrey qu'un homme étrange lui avait rendu visite, mais qu'elle avait réussi à le repousser. Après avoir été poursuivie, elle envisageait désormais de quitter la capitale royale.
C'est alors que Jeffrey lui révéla que l'homme contre lequel elle s'était battue n'était autre que le deuxième prince, Cédric. La veille, celui-ci avait quitté le château sous une fausse identité et était revenu avec 2 côtes cassées. En tant que maître d'armes du prince, Jeffrey connaissait parfaitement sa force. Victoria lui demanda alors s'il comptait l'arrêter. Selon sa réponse, elle devrait peut-être disparaître avec Nona dès aujourd'hui. Mais Jeffrey n'avait aucune intention de l'arrêter. Comprenant que cela ne suffirait pas à la rassurer, il lui proposa de séjourner quelque temps chez ses parents. La demeure était occupée jour et nuit, et la position de son frère lui conférait une influence considérable auprès de la famille royale. Victoria répondit qu'elle y réfléchirait. Pendant ce temps, Conrad reprocha à Cédric son comportement. Selon lui, Jeffrey risquait désormais de croire qu'il avait trahi sa promesse. Il demanda donc à son frère de présenter ses excuses à Victoria lorsque le moment serait venu. Victoria savait que quitter ce pays signifierait couper les ponts avec toutes les personnes qu'elle avait rencontrées. L'idée de ne plus jamais revoir le capitaine lui semblait profondément triste. Sans même s'en rendre compte, elle avait fini par laisser ses émotions prendre le dessus. Elle avait encore des alliés de l'époque où elle était agente. Malgré cela, elle décida de brûler le rapport d'enquête concernant la véritable Victoria Sellers. Ainsi, elle n'aurait dit pas besoin de prendre la fuite. Du moins, pas pour le moment. Le lendemain matin, Jeffrey arriva avec un rapport expliquant le mobile de l'attentat commis lors du bal. Il lui apprit que le coupable avait décidé de passer à l'acte parce que le marquis McKenna avait violé sa jeune sœur. La jeune femme travaillait comme domestique au service du marquis. En apprenant qu'elle allait bientôt se marier, celui-ci s'était intéressé à elle. Après cette agression, ses fiançailles furent rompues. Sous le choc, elle ne fut plus jamais capable de quitter sa maison. En guise de sanction, le marquis fut contraint de céder son titre à son fils et de prendre sa retraite. Quant au responsable de la tentative d'assassinat, il serait pendu. C'était la même chose dans tous les pays. La vie d'un noble avait bien plus de valeur que celle d'un simple roturier. Alors qu'elle se promenait avec Nona, Victoria lui expliqua qu'elle avait un service à lui demander. Elle devait accomplir une mission qui l'obligerait à s'absenter durant la soirée et avait besoin que la petite garde la maison en son absence. Elle lui promit de revenir aussi vite que possible. Victoria lui proposa de passer la soirée chez mademoiselle Suzanne, si elle se sentait seule. Mais Nona insista pour attendre son retour à la maison. Toutes deux se promirent de partager un bon dîner dès que Victoria rentrerait. Par la suite, Victoria se procura un cheval et se rendit dans une ville voisine. En entrant dans une taverne, elle se présenta à Hector sous le nom de Kate. Elle lui raconta une histoire inventée de toutes pièces. Selon elle, elle s'était enfuie avec un homme marié, dont l'épouse le surveillait constamment sur son lieu de travail. Elle prétendit avoir besoin qu'Hector éloigne cet amant, en plein rendez-vous, depuis leur lieu de travail commun au château, jusqu'à la porte extérieure de la capitale. En échange, elle lui remit une importante somme d'argent. Elle affirma avoir entendu parler de ses services grâce à une connaissance commune. Ensuite, elle se rendit à un poste de garde en jouant le rôle d'une femme au cœur brisé. Elle expliqua que son amant, Karl, avait été arrêté lors du bal. Après une fouille minutieuse, les gardes la conduisirent jusqu'à la cellule de l'homme condamné à mort. Victoria supplia qu'on lui accorde un moment d'intimité avec le prisonnier. Émue par son apparente détresse, les gardes acceptèrent de lui laisser 1 heure en tête-à-tête avec le condamné. Dès qu'ils furent en partie, elle se mit immédiatement à manipuler la serrure. Elle réduisit le prisonnier au silence d'un avertissement ferme. Pendant qu'elle se trouvait dans la cellule, elle colla son oreille contre les pierres afin de suivre les déplacements des gardes. Elle mémorisa ainsi l'intégralité de leur ronde. Une fois certaine des horaires, elle referma soigneusement la porte à clé. Elle avertit le prisonnier qu'une évasion prématurée était impossible et qu'il serait tué s'il tentait de s'enfuir trop tôt. Elle lui demanda ensuite de continuer à jouer le rôle de son amant jusqu'à son retour le lendemain. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, Nona l'accueillit avec une étreinte pleine de joie. La fillette remarqua aussitôt que Victoria était essoufflée et couverte de sueur. Victoria lui répondit simplement qu'elle avait couru tout le chemin du retour, parce qu'elle lui avait énormément manqué. Pendant leur leçon avec Clark, Victoria proposa qu'ils s'exercent aux langues étrangères, en jouant une pièce de théâtre. Ils choisirent La princesse en blanc et Le lézard bleu.
Une histoire que les deux enfants connaissaient depuis leur séjour au manoir. Le récit raconte l'histoire d'un homme frappé par une malédiction qui le transforme en lézard. Il s'allie à une princesse afin de vaincre une sorcière maléfique. À la fin de l'histoire, la malédiction est levée et les deux héros se marient. Clark choisit d'interpréter le rôle du lézard. Nona, quant à elle, décida de jouer la sorcière, laissant à Victoria le rôle de la princesse. Victoria récitait ses répliques en ashburien, tandis que les enfants répondaient en randalien. Pendant ce temps, elle continuait de se rendre chaque jour à la prison. En raison de la fréquence des rondes des gardes, elle ne pouvait travailler qu'une seule section des barreaux à chacune de ses visites. Comme il y avait 5 épais barreaux de fer à scier, elle estima que l'évasion demanderait au moins 10 jours d'un travail minutieux. Lorsque le prisonnier lui demanda pourquoi une inconnue risquait autant pour lui, Victoria répondit froidement qu'elle agissait uniquement pour ses propres raisons. Après avoir scié le premier barreau, elle se rendit dans un village voisin. Elle demanda à une fermière si elle pouvait garder un cheval et une charrette pendant quelques jours. Elle expliqua qu'il s'agissait d'un cadeau de mariage secret destiné à son frère, qui s'était enfui avec sa bien-aimée contre la volonté de leur père. Touchée par cette histoire, la fermière accepta de les garder. Victoria rendit également visite à la sœur du prisonnier. La jeune femme lui demanda si elle avait été envoyée par une autre victime du marquis, Maria Luna ou Elisa. Victoria répondit qu'elle n'avait aucun lien avec elle. Elle remit ensuite à la jeune femme une lourde bourse remplie de pièces. Elle lui conseilla de bien se nourrir et de reprendre des forces en prévision des épreuves qui l'attendaient. De retour au manoir, Eva observa avec fierté les progrès des enfants en langues étrangères. Comme l'état de santé de Bernard s'améliorait progressivement, elle proposa que les enfants présentent leurs pièces devant toute la famille. Le quotidien de Victoria devint alors une succession de cours, de recherches et de longues heures passées à scier les barreaux de fer. Le dernier jour de son travail à la prison, elle rassura le prisonnier. Elle lui affirma que sa sœur était saine et sauve et qu'il la retrouverait dès le lendemain. En rentrant chez elle, elle trouva Jeffrey qui l'attendait. Il l'invita à un dîner officiel afin de s'excuser pour tous les événements survenus lors du bal royal. Ils se rendirent dans un établissement raffiné où le service était irréprochable. Jeffrey lui révéla que Cédric avait affirmé que ses blessures étaient simplement dues à une chute. Victoria était donc totalement hors de cause. Elle profita alors de l'occasion pour lui poser davantage de questions au sujet du deuxième prince. Jeffrey décrivit Cédric comme un véritable garnement, mais aussi comme un homme très respecté. Même s'il aimait faire des bêtises, c'était quelqu'un d'honorable. Victoria craignait néanmoins que le prince ne change un jour sa version des faits. Jeffrey la rassura en lui affirmant que Cédric était bien trop intègre pour agir par simple rancune. Il ajouta également qu'il avait hâte d'assister à la représentation des enfants. Alors qu'il rentrait à pied, un homme aperçut Victoria dans la rue. En la voyant, il murmura avec surprise le nom de Carole, alors qu'elle arrivait devant sa porte. Jeffrey s'excusa une nouvelle fois du danger auquel elle avait été exposée lors du bal. Victoria balaya ses inquiétudes d'un geste. Elle lui rappela que c'était elle qui avait accepté de s'y rendre et qu'elle avait elle-même réglé la situation. Elle ne voulait pas qu'il se sente inutilement coupable. Jeffrey la regarda avec une affection sincère. Il lui avoua qu'il se sentait étrangement en sécurité lorsqu'il était à ses côtés. Victoria sentit un léger rouge lui monter aux joues lorsqu'il lui caressa doucement le visage avant de lui souhaiter bonne nuit. Elle repensa alors à la raison pour laquelle les agents étaient forcés d'abandonner leur véritable identité. C'était précisément pour éviter de nouer le genre d'attachement qu'elle était en train de développer. Autrefois, elle pouvait couper les liens avec les autres aussi facilement qu'elle changeait de nom. Mais désormais, l'idée de quitter toutes ces personnes lui semblait réellement douloureuse. Même si elle n'était plus liée à l'organisation, elle ressentait une étrange culpabilité envers ceux qu'elle avait laissés derrière elle, tandis qu'elle commençait enfin à tendre la main vers une vie simple et heureuse. Le lendemain, pendant la dernière étape de son plan d'évasion, le prisonnier fit accidentellement tomber une barre métallique. Les gardes, alertés par le bruit, s'approchèrent pour vérifier ce qui se passait. Victoria réagit aussitôt. Afin de détourner leur attention, elle improvisa une scène où elle faisait semblant d'échanger un baiser passionné avec le prisonnier. Une fois les gardes repartis, ils profitèrent de l'occasion pour s'échapper.
Ils se déguisèrent en jeune femme et en majordome, puis prirent la voiture qu'Hector avait préparée pour eux. Après avoir récupéré la charrette dans le village voisin, Victoria donna au fugitif ses dernières instructions. Elle lui demanda de retrouver sa sœur, de se faire passer pour son mari et de mener avec elle une vie paisible. Avant de les quitter, elle lui remit une somme d'argent suffisante pour leur permettre de recommencer leur vie. De retour au manoir, Victoria se sentit complètement ridicule dans la robe à volants qu'Eva lui avait confectionnée. Jeffrey, quant à lui, trouva qu'elle était absolument magnifique dans cette robe rose. Malgré son envie irrésistible de 2 semaines plus tard, la capitale était encore sous le choc de l'évasion de la prison. Ni le fugitif, ni la mystérieuse visiteuse aux cheveux roux n'avaient été retrouvés. Jeffrey rendit visite à Victoria, visiblement épuisée par les recherches. Il lui expliqua que le château était en pleine effervescence depuis la disparition de l'évadé. Victoria joua parfaitement le rôle de la simple citoyenne surprise et lui demanda s'il disposait de la moindre piste. Jeffrey pensait que l'homme se cachait dans les bas-fonds de la capitale et qu'un chasseur de primes finirait tôt ou tard par le livrer aux autorités. Victoria changea alors de sujet. Elle demanda à Jeffrey s'ils pourraient repartir ensemble en vacances à Cadix. Elle lui parla de la tradition du solstice d'été, durant laquelle on dépose des bougies sur la mer, afin de guider les âmes des défunts. Il y avait tant de choses qu'elle aurait voulu raconter à la famille qu'elle avait perdue. Jeffrey lui promit qu'ils iraient ensemble. Victoria ressentit un profond sentiment de culpabilité en pensant aux nuits que Jeffrey avait passées à rechercher l'homme qu'elle avait elle-même aidé à s'évader. Elle ne s'attendait pas à être pardonnée. En revanche, elle était prête à assumer les conséquences de ses actes lorsque le moment viendrait enfin. Pendant ce temps, dans le royaume de Haggle, Lancombe reçut une information importante. Quelqu'un avait aperçu Chloé. Un ancien collègue, qu'il avait connu sous le nom de Carole, l'avait reconnue dans le royaume d'Ashbury. Dans son bar habituel, le barman informa Victoria qu'Hector cherchait à recruter une certaine femme rousse dans son groupe. Il lui conseilla de faire attention, mais Victoria prétendit qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Il lui dit que, la prochaine fois qu'elle aurait besoin de demander une faveur à Hector, elle devrait passer par lui. Après tout, il n'avait aucune intention de la vendre. 5 ans auparavant, dans le royaume de Haggle, Victoria et 2 autres personnes avaient reçu une mission de la part de leur organisation. À leur arrivée sur les lieux, Mary lui demanda de monter la garde pendant qu'elle et Hans infiltreraient le bâtiment. Victoria lui rappela que cette mission ne venait pas des ordres de Lancombe. Mais Mary répliqua qu'elle était la chef et que ses ordres devaient donc être suivis. Peu après, ils furent découverts. Mary sauta par la fenêtre et prit la fuite pour sauver sa vie. Hans la suivit, mais trébucha et tomba. Les soldats profitèrent de cette occasion pour le poignarder, mettant fin à ses jours. Victoria se réveilla soudainement de ce cauchemar, couverte de sueur froide. Nona était inquiète pour elle et lui rappela qu'elle criait « Arrête !» dans son sommeil. En regardant par la fenêtre, Victoria ne parvenait pas à chasser Hans de ses pensées. Elle avait été confrontée à la finalité de la mort, plus souvent que la plupart des gens. À l'époque, au sein de l'organisation, Lancombe lui avait dit qu'une fois une mission terminée, elle pouvait tout simplement l'oublier. Les regrets ne feraient que devenir un poison. Ces paroles l'avaient beaucoup aidée à l'époque. Mais maintenant, elles avaient une toute autre signification. Si elle oubliait la mort de Hans, elle avait l'impression de perdre quelque chose de profondément important en tant qu'être humain. Alors qu'elle faisait des courses en ville avec Nona et Clark, Victoria aperçut des filles qui jouaient avec une poupée. Elle voulait apprendre à Nona comment les filles jouaient et passèrent du temps ensemble, mais elle-même ne savait pas vraiment comment s'y prendre. Après avoir acheté quelques provisions, elle réussit à trouver des cheveux noirs pour fabriquer une perruque. Ensuite, ils entrèrent dans une boutique pour manger une part de tarte. Victoria entendit une femme demander une part, mais il n'en restait plus aucune. Elle lui proposa alors de lui donner celle qu'elle venait d'acheter, afin qu'elle puisse l'emporter chez elle. Sur le chemin du retour, Victoria espérait que ces journées paisibles et heureuses dureraient pour toujours. Lors de leur course matinale habituelle, elle aperçut un magnifique cheval qui attira immédiatement son attention. Il appartenait à un homme qu'elle avait remarqué courir ici tous les matins. Il se présenta sous le nom de Miles Grant
et expliqua qu'il était un ancien militaire à la retraite. Désormais, il menait une vie paisible dans une dépendance de la demeure de Lady Yolana. Victoria aimait beaucoup les chevaux et aurait souhaité en avoir un, mais elle ne faisait que louer son logement auprès de sa propriétaire. Elle expliqua à Miles que ses frères aînés, qui étaient dans l'armée, lui avaient appris à monter à cheval. Il lui proposa alors de s'occuper d'un cheval pour elle et lui dit qu'elle pouvait choisir celui qui lui plaisait. Elle demanda donc un cheval capable de parcourir de longues distances avec elle et sa fille. Bien entendu, elle paierait pour ses services. Et c'est ainsi que Victoria venait, sans le savoir, de se procurer une formidable solution de secours pour pouvoir fuir en cas d'urgence. Pendant ce temps, Cédric informa son père que ses blessures ne lui faisaient presque plus mal. Puis, il lui demanda si Geoffrey avait enquêté sur cette femme qu'il avait amenée au bal. Le roi répondit qu'il l'avait fait et qu'il n'y avait aucun problème. Ce n'était qu'une simple citoyenne de Randall. En quittant le bureau de son père, Cédric se demanda si les agents de ce dernier n'étaient pas plutôt peu fiables. Il se rendit soudainement au lieu où Victoria donnait ses cours particuliers. Elle reconnut immédiatement en lui l'assassin qu'elle avait affronté l'autre soir. Il était venu pour s'excuser auprès d'elle et la féliciter pour ses talents, notamment pour avoir neutralisé l'homme qui avait attaqué le bal. Mais Victoria prétendit ne pas savoir de quoi il parlait. Quoi qu'il en soit, il lui présenta sincèrement ses excuses en s'inclinant devant elle. Victoria lui demanda d'arrêter, puisqu'elle n'était qu'une simple étrangère originaire d'un pays voisin. Après avoir accepté ses excuses, Cédric demanda à Victoria de lui enseigner le combat au corps à corps, en lui proposant de la rémunérer. Cette nuit-là, Geoffrey accourut chez Victoria après avoir appris que Cédric lui avait rendu visite. Elle lui expliqua qu'elle avait refusé la proposition de Cédric. Geoffrey promit alors de lui parler le lendemain. Mais Victoria avait le sentiment qu'elle ne pouvait pas lui demander de faire quelque chose d'aussi personnel à sa place. Elle trouverait cela trop douloureux de compter sur lui pour finalement être abandonnée un jour. Elle se disait que si elle continuait à déranger Geoffrey pour des choses aussi insignifiantes, elle finirait par lui attirer de sérieux ennuis. Geoffrey lui assura qu'il ne l'abandonnerait jamais, mais malgré cela, Victoria lui répondit qu'elle était capable de se débrouiller seule. Il avait été extrêmement gentil de l'aider autant, mais elle voulait essayer de gérer les choses par elle-même. Elle lui demanda donc de ne pas s'inquiéter au sujet de Cédric. Nona prit soudain un air triste et demanda à Victoria si elle était en colère. Mais Victoria la rassura en lui disant que non. Geoffrey accepta de la laisser gérer les choses elle-même, mais lui demanda de ne pas sourire avec un air aussi triste. Il lui demanda ce qui lui faisait donc si peur. Après avoir couché Nona, Victoria fut incapable de lui donner une réponse. Il comprit qu'elle avait ses raisons et s'excusa d'avoir insisté sur ses sentiments alors qu'ils buvaient du vin ensemble. Il expliqua qu'il n'avait pas pu être là pour sa fiancée lorsqu'elle en avait réellement eu besoin, et que c'était probablement pour cela qu'il ressentait aujourd'hui le besoin de protéger à tout prix les personnes qui lui étaient chères. Victoria ignorait complètement qu'il avait été fiancé, mais sa fiancée était morte depuis longtemps, après s'être donné la mort, 10 ans auparavant. Il lui demanda de ne pas s'en préoccuper. Geoffrey lui proposa ensuite de devenir son partenaire d'entraînement si elle souhaitait pratiquer le combat au corps à corps. Il se vanta de sa force, mais Victoria n'appréciait pas vraiment l'idée. Ses cheveux finiraient complètement ébouriffés. Elle serait trempée de sueur et, lorsqu'elle s'entraînait, elle avait probablement un regard si meurtrier qu'elle faisait peur. Elle ne voulait pas que Geoffrey la voie dans cet état. À ce moment-là, il lui demanda si elle le considérait, ne serait-ce qu'un tout petit peu, comme un homme célibataire susceptible de lui plaire. Embarrassée, Victoria ignora complètement la question, se disant qu'il devrait apprendre à comprendre les sous-entendus, sans avoir besoin de poser ce genre de questions. Le lendemain, Victoria et Nona allèrent voir les chevaux dont Miles s'occupait. Elles firent une promenade à cheval dans les bois, puis suivirent Miles pour ramasser des châtaignes. Avant de repartir, Miles remarqua que le cheval de Victoria, Alec, avait envie de courir. Victoria demanda alors à Nona de rester avec Miles pendant qu'elle partit au galop, cheveux au vent. En la regardant monter à cheval, Miles fut complètement captivé, tandis que Nona trouvait que Vicky était vraiment trop cool. Plus tard dans la soirée, Victoria vint donner à Miles une partie des châtaignes qu'elle avait préparées. Après les avoir récupérées,
il lui lança soudain un jouet. En voyant avec quelle facilité elle l'esquiva, il comprit qu'elle n'était pas une simple roturière. Il lui reprocha d'avoir été imprudente en lui laissant Nona, comme elle l'avait fait ce jour-là, et il savait également que Victoria n'était pas réellement la mère de Nona. Cependant, après les avoir vus ensemble aujourd'hui, il pouvait constater qu'elle élevait Nona avec beaucoup d'attention. Mais il n'arrivait pas à croire qu'elle ait pu faire quelque chose d'aussi irréfléchi que de recueillir un enfant. Victoria, elle, ne regrettait absolument rien. Grâce à Nona, elle avait enfin la possibilité de mener une vie normale, comme un être humain. Miles lui dit que si elle avait un jour besoin d'aide, elle pourrait venir le voir. Il pourrait au moins retenir ses ennemis suffisamment longtemps pour lui permettre de s'échapper. Malgré les dangers qui la menaçaient encore, elle avait choisi d'élever un enfant. En tant que vieil homme disposant de beaucoup de temps libre, il voulait l'aider. Le lendemain, alors qu'elle donnait des cours à Nona et Clark, Victoria ne cessait de penser que Miles était un homme plutôt mystérieux. Eva entra dans la pièce et lui annonça qu'elle avait été surprise d'apprendre que Victoria connaissait le baron Hansen. Apparemment, Victoria lui avait offert une tarte aux pommes et il était venu lui rendre visite, ainsi qu'à Nona. Victoria trouvait que le baron et sa femme lui faisaient penser à Nona. Elle se demanda alors s'ils pouvaient être ses véritables parents. Même le baron et sa femme furent bouleversés lorsqu'ils virent Nona. Elle ressemblait énormément à leur fille, morte d'une maladie à l'âge de 3 ans. Si leur fille avait vécu jusqu'à 6 ans, elle aurait probablement ressemblé exactement à Nona. Le baron proposa de l'adopter, mais Victoria n'avait absolument pas l'intention de l'abandonner. Le baron Hansen proposa alors de subvenir financièrement aux besoins de Nona, mais la petite fille ne voulait pas faire partie de leur famille. Il affirma que l'enfant ne pouvait pas comprendre l'importance de la situation dont ils discutaient. De plus, si quelque chose arrivait à Victoria, Nona finirait à la rue. Victoria ne pouvait pas nier ce fait. Le baron et sa femme demandèrent alors à Nona de rester chez eux pendant une semaine, à titre d'essai. Il était certain qu'au bout de cette période, elle changerait d'avis. Victoria était sur le point de refuser une nouvelle fois, lorsque Nona demanda soudain « Alors, tu veux que je reste cette nuit ou 6 ?» En entendant cela, Victoria resta figée, se demandant pourquoi Nona faisait une telle chose. Le baron Hansen accepta finalement de laisser Nona repartir, si, après 6 nuits, elle ne se sentait toujours pas bien chez eux. Lorsque Nona partit avec eux, Victoria se retrouva seule sous la pluie, complètement bouleversée. Après avoir regardé Nona partir, Victoria rentra chez elle sous la pluie. Lorsqu'elle revint à Yolana au petit matin, elle était complètement trempée et lui annonça que Nona allait être adoptée par un noble. Le plus surprenant était que Nona avait accepté. Une fois à la maison, Victoria se demanda pourquoi les choses avaient pris une telle tournure, alors que tout se passait si bien. Il ne menait-il pas une vie heureuse? À ce moment-là, Jeffrey arriva et l'appela de l'extérieur. Mais elle ne voulait pas qu'il la voie, dans un état aussi abattu. Elle le fit tout de même entrer. Il apprit de Yolana ce qui était arrivé à Nona. Victoria avait toujours pensé que Nona resterait à ses côtés pour toujours, même si elle avait parfaitement le droit de décider elle-même de ce qu'elle voulait faire de sa vie. Jeffrey pensait que Nona était partie avec le baron Hansen, parce qu'elle avait un plan. Victoria pensait la même chose, mais c'était également une formidable opportunité pour Nona. Il était beaucoup plus avantageux et plus sûr pour elle d'être adoptée par une famille noble, avec la promesse d'un statut élevé et d'une vie confortable. Jeffrey réconforta Victoria en lui assurant que Nona reviendrait. Cependant, cela faisait souffrir Victoria, car elle savait que Nona serait plus heureuse si elle ne revenait pas. Malgré tout, Jeffrey avait confiance en Nona et était persuadé qu'elle choisirait Victoria et rentrerait à la maison. Pour lui faire une surprise à son retour, Victoria décida de coudre les boutons recouverts de tissu sur ses vêtements. Pendant qu'ils dînaient ensemble, Jeffrey lui dit qu'elle ne devait pas se retenir. Elle pouvait aller au manoir du baron et ramener Nona avec elle. Et si elle avait besoin de soutien, il l'accompagnerait. Mais Victoria décida de donner la priorité aux sentiments de Nona et préféra attendre. En attendant son retour, elle essaierait simplement d'adapter sa vie à cette nouvelle situation. Plus tard, elle retrouva Miles et lui demanda de devenir son partenaire d'entraînement. Alors qu'ils se battaient, Victoria put enfin se défouler
et prit facilement le dessus sur lui. Il lui demanda ce qui s'était passé avec Nona, et Victoria répondit simplement qu'elle vivait actuellement chez quelqu'un. Elle lui donna alors un coup de pied dans la hanche, le mettant complètement hors de combat. C'était en quelque sorte un coup critique contre un homme âgé. Grâce à cette petite séance d'entraînement, Victoria se sentit un peu mieux. Sur le chemin du retour, elle réfléchit au fait que Miles ne lui avait pas posé davantage de questions. Elle avait également réussi à confirmer ce qu'elle voulait savoir. Une fois rentrée chez elle, elle continua de fabriquer une perruque. Elle se souvint alors du jour où Clark lui avait dit que, s'il était à sa place, il ne laisserait jamais Nona partir. Alors qu'elle essayait de s'endormir, Victoria entendit soudain un mouvement suspect. Elle attrapa rapidement sa dague et regarda prudemment dehors. Elle aperçut quelqu'un qui essayait d'entrer par la porte. La personne n'arrivant pas à ouvrir la porte, elle contourna alors la maison et tenta de forcer une fenêtre. La seule demande de Marissa était que sa sœur persuade le duc Blake de soutenir la proposition qui serait présentée lors de la prochaine assemblée des nobles. Bien entendu, même si le duc refusait d'agir comme elle le souhaitait malgré les efforts de persuasion de Maria, Marissa lui révélerait tout de même le passé de sa sœur. En revanche, si Maria parvenait à exaucer son souhait, Marissa lui pardonnerait et ne parlerait jamais de son passé au duc. Elle garderait ce secret enfermé dans son cœur pour le restant de ses jours. Maria n'avait pas besoin de contrat pour cela. Même si elle n'avait jamais vraiment réussi à comprendre sa petite sœur lorsqu'elles étaient enfants, elle savait que Marissa n'était pas du genre à manquer à une promesse. Alors que Marissa s'en allait, Maria lui présenta ses excuses. Elle reconnut qu'elle avait eu tort de laisser sa jalousie blesser sa petite sœur. Même si de simples excuses ne suffisaient pas à réparer le passé, elle lui demanda sincèrement pardon du fond du cœur. Et Marissa accepta ses excuses avec un sourire. Pendant ce temps, le duc Owen arriva dans un restaurant pour retrouver son demi-frère, Drake. Un serveur s'approcha de lui et fut surpris de découvrir qu'il était justement la personne que le baron attendait. Apparemment, le baron Drake Klein venait dans ce restaurant environ 2 fois par an. Il commandait toujours un repas pour 2, puis s'asseyait tranquillement en attendant jusqu'à la fermeture. Mais la personne qui l'attendait ne venait jamais. Owen finit par retrouver son frère, qui fut très heureux de le revoir, notamment en le voyant manger. Drake pouvait constater que le plat préféré de son frère n'avait pas changé. Il connaissait les goûts d'Owen, parce qu'il avait toujours gardé un œil sur lui. À l'époque où Owen avait subi tant de souffrances, son frère s'était contenté de regarder sans intervenir, alors qu'il était maltraité. Après toutes ces années d'attente, il avait enfin l'occasion de s'excuser auprès d'Owen d'être resté les bras croisés pendant tout ce temps. En tant que grand frère, il aurait dû venir à son secours. Drake n'avait pas le pouvoir de le protéger à l'époque, mais au fond de lui, il s'était toujours inquiété pour Owen. Il s'avéra qu'Owen avait toujours su que son frère veillait sur lui. À l'époque, lorsque Drake avait terminé de lire ses manuels scolaires, il les donnait à Owen. Il terminait également ses leçons particulières plus tôt, afin de permettre à Owen de lui poser des questions. Owen lui demanda pourquoi il se souciait autant de lui, pensant que son existence devait être une source de gêne pour son frère. Mais Drake ne l'avait jamais considéré comme une gêne. Owen aurait très bien pu se contenter de faire le strict minimum dans ses études. Pourtant, il avait tout mis de côté, jusqu'à sa propre fierté, afin de se consacrer pleinement à son éducation. Drake avait été sincèrement surpris lorsqu'Owen lui avait dit qu'il voulait assister à son cours. Voir son frère faire autant d'efforts l'avait lui-même inspiré à devenir meilleur. C'était grâce à Owen qu'il occupait désormais un poste de diplomate. À l'époque, après avoir laissé Nona partir à l'âge de 8 ans, Victoria se demandait si ses parents lui manquaient ou non. Lorsque Jeffrey passa la voir, il lui expliqua que son frère avait averti le baron Hanson de ne pas oublier que Victoria était la tutrice de Nona. Il demanda ensuite à Nona s'il lui avait en fait quelque chose d'effrayant. Ce n'était pas le cas, mais Nona n'aimait pas rester seule avec la baronne, car celle-ci n'arrêtait pas de l'appeler Dolores. Cela lui faisait également peur lorsqu'il pleurait, en disant que leur famille était enfin réunie. Mais désormais, rien de tout cela ne dérangeait plus Nona. Elle demanda alors à Victoria s'il était possible qu'elle vive simplement avec Jeffrey. Victoria aurait aimé que ce soit possible, mais elle pensait que c'était impossible. À l'origine, Victoria avait prévu de partir dans un autre pays après environ 6 mois,
sans rester longtemps au même endroit. Elle s'y était donc préparée. Elle avait compris que Miles n'était pas le véritable locataire de cette maison. Le véritable locataire était gaucher et beaucoup plus petit. Comme elle s'était entraînée avec Miles, Victoria savait que sa main dominante était la droite. Le porte-manteau de la maison avait été installé assez bas. La vieille chaussette qu'il utilisait pour nettoyer ses outils était également beaucoup plus petite que ses pieds. Et comme par hasard, un ancien soldat vivait dans la maison, située derrière celle d'un ancien agent. Il n'était pas le véritable locataire des lieux, et Victoria l'avait croisé au cours de son jogging quotidien. Ce n'était plus une coïncidence. Victoria était désormais certaine que quelqu'un avait placé Miles dans cette maison afin de surveiller ses déplacements. Son instinct n'arrêtait pas de lui souffler que, si elle craignait pour sa sécurité, il était temps de partir. Soudain, Victoria remarqua que Nona avait de la fièvre. Pendant ce temps, Jeffrey alla rendre visite à sa mère, qui se montra reconnaissante de son inquiétude. Cependant, elle lui dit que lorsqu'il était occupé, il devait donner la priorité à ses propres affaires. Jeffrey se décrivait lui-même comme un célibataire insouciant, alors il avait à peine quoi que ce soit à gérer dans sa vie. Sa mère avait entendu dire qu'il s'était rapproché d'une jeune femme. Elle lui demanda quand il la lui présenterait, mais Jeffrey voulait encore attendre, puisque rien n'était encore décidé. Il préférait rester prudent. Il ne pensait pas que Victoria le détestait, mais chaque fois qu'il faisait un pas vers elle, elle en faisait un en arrière. Elle avait repéré cet homme suspect plus rapidement que n'importe qui d'autre lors de la fête. Elle avait réussi à coincer un combattant aussi talentueux que le prince Cédric et à lui briser les os, tout en s'en sortant indemne. Et ce n'était pas tout. Victoria parlait couramment 4 langues, savait cuisiner et faire le ménage, et avait reçu un entraînement au combat à main nue, ainsi qu'à l'escrime. La seule conclusion que Jeffrey pouvait tirer de tout cela était qu'elle était une agente en fuite, probablement une espionne venant d'un pays hostile au royaume d'Ashbury. Il était donc logique qu'elle ne veuille pas parler de son passé ni de ses craintes. Il savait également que le nom de Victoria Sellers était faux, mais Jeffrey ne voyait pas quel intérêt elle aurait pu avoir à se rapprocher de lui ou de son oncle. Devenir le précepteur de Clark ne pouvait pas non plus être sa véritable mission, et elle ne pouvait certainement pas être une agente à la retraite à son âge. Fuir son organisation était la seule explication raisonnable à laquelle il pouvait penser. Cela dit, Jeffrey se demanda ce qu'il devait faire. S'il décidait de vivre avec elle, la meilleure solution serait de faire retirer son nom du registre de la famille et de devenir un simple roturier. Cependant, Victoria elle-même semblait lui demander de ne pas intervenir. Au moment même où il lui annoncerait qu'il voulait vivre avec elle, il avait le pressentiment qu'elle disparaîtrait avec Nona. Et si elle voulait réellement disparaître, il serait incapable de la retrouver. Au château royal d'Ashbury, Edward demanda à son agent s'ils avaient tôt retrouvé la femme rousse qui avait aidé lors de l'évasion de la prison. Comme le motif de cette femme restait inconnu, l'homme répondit qu'il n'avait pas réussi à réduire le champ de l'enquête. Il lui apprit également que la jeune sœur de la prisonnière avait elle aussi disparu. L'enquête sur Victoria Sellers, le rapport concernant la femme présente au bal et l'incident de l'évasion de la prison convergeaient chez tous vers une jeune femme qui se trouvait au cœur de l'affaire. Et tout cela s'était produit après son arrivée dans ce pays. Jeffrey avait déclaré que ses parents étaient morts dans un incendie, mais l'enquête indiquait que le sort des parents de Victoria Sellers était inconnu. Elle avait également raconté à Miles qu'elle avait appris à monter à cheval grâce à ses frères qui étaient dans l'armée. Mais la véritable Victoria Sellers n'avait aucun frère. Il semblait qu'elle avait baissé sa garde. Edward l'avait recommandée au comte Anderson comme préceptrice de Clark, parce qu'il voulait la garder à un endroit où il pourrait la surveiller. Il pouvait sentir qu'elle fuyait quelque chose. Selon ce qu'elle cherchait à fuir, elle pourrait avoir besoin d'être protégée. Mais d'un autre côté, il pourrait être nécessaire de la remettre aux personnes concernées. Cependant, Edward estimait avoir une dette envers elle, pour avoir libéré Jeffrey de la prison dans laquelle son propre esprit l'enfermait. Il pensait qu'elle pourrait peut-être apporter un peu de lumière sur les ténèbres qui se cachaient au plus profond de son cœur. Il aurait aimé qu'elle puisse soutenir leur relation, mais même s'il voulait donner des conseils à Jeffrey, celui-ci ignorait qu'Edward faisait toujours partie du 3e ordre des chevaliers. Malgré tout, Edward espérait que son frère ne ferait rien d'irréfléchi. Le lendemain, Victoria vint chercher son cheval, Alec, pour aller faire une promenade.
Elle dit à Miles que Nona resterait à la maison à cause d'un rhume. À la tombée de la nuit, Miles trouva étrange qu'elle ne soit toujours pas rentrée. Il se rendit rapidement auprès de Yolana pour l'informer de la situation, mais celle-ci lui apprit que Victoria était partie de la maison tôt ce matin-là. Elle avait laissé une lettre à Miles qui disait « Merci de t'être occupé d'Alec. J'ai passé un très bon moment à ramasser des châtaignes avec toi. » Après cela, il prit congé. Jeffrey décida d'aller remettre les lettres restantes. Avant son départ, Yolana lui demanda si Victoria lui avait dit quelque chose. Malheureusement, elle ne lui avait pas adressé le moindre mot avant de partir. Yolana souhaita que Victoria soit en sécurité et espéra qu'un jour, elle reviendrait dans cet endroit. Après avoir remis les lettres, Jeffrey partit à cheval. Elle lui avait laissé une lettre qui disait « Cher Lord Jeffrey Asher, je suis désolée d'avoir disparu comme ça. Il y a une raison pour laquelle je ne peux plus rester dans cette maison. Vous m'avez aidé, vous m'avez témoigné une grande gentillesse et vous avez partagé des moments de rire avec moi. Je vous remercie pour tout cela. J'ai vécu ici les moments les plus heureux de ma vie. J'avais prévu de partir beaucoup plus tôt, mais la vie ici était tellement agréable et amusante que je n'arrêtais pas de repousser mon départ. J'étais heureuse d'avoir pu faire mon premier pique-nique et de discuter avec vous autour de châtaignes grillées. Grâce à vous, capitaine, je me suis créé de merveilleux souvenirs. Merci pour tout, et je suis désolée. » Jeffrey aurait aimé qu'elle ne le remercie pas pour des choses aussi simples qu'un pique-nique ou des châtaignes grillées. Il lui avait déjà demandé de ne pas disparaître.